Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? Tout ça est une aventure. What we've got here is Vivre, c'est formidable, mais ça n'est pas seul. failure to communicate. Chers amis, que nos esprits s'épanouissent. Laurence? Une nuit, elle arrive à implorer son pardon. Il la buse sur ses sentiments. Il laisse renaître en elle l'espoir pour profiter d'elle encore une fois. Il la congédie comme une fille. Elle revient. Elle lui dit son intention de disparaître. Il la met au défi de tirer. Et vous croyez encore à cet amour? Moi pas. Mais si, Gilbert m'a aimé. Mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Ça vous gêne. C'est la vérité, la seule. J'ai été bête, méchante, pleine de défauts. Il m'a aimé quand même. Maintenant, je le verrai plus. Je le verrai plus, vous comprenez? Alors tout m'est égal, j'ai peur de rien. Oh, vous êtes là, déguisé, ridicule. Vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé. C'est pour ça que vous me détestez. Parce que vous êtes tous morts. Morts. Ces injures sont intolérables. C'est un scandale. Vous venez d'entendre un extrait du film La Vérité, réalisé en 1960 par Henri-Georges Clouzot, avec Charles Vanier, Paul Meurice et la stupéfiante Brigitte Bardot. Car c'est de Brigitte Bardot dont nous allons causer aujourd'hui, dans Causerie, avec Michel Goujon. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, vous êtes écrivain, éditeur, agent littéraire, ancien directeur du livre à France Loisirs, directeur de collection chez Philippe Ray. Vous êtes l'auteur de La Madrague, chez Liana Lévy, publié en 2009, L'autre Saint-Tropez, chez Michel Lafon en 2017, et bien sûr La Recluse, Le Mystère Bardot chez Plon en 2019, une biographie de Brigitte Bardot. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire une biographie sur Brigitte Bardot? Quel est le lien affectif qu'il y a entre vous et cette actrice? Alors, deux raisons majeures. Brigitte Bardot est une figure emblématique du XXe siècle et même du début du XXIe siècle, pas seulement en France, à un niveau international, et de façon plus intime, plus personnelle. Brigitte Bardot est un des grands mythes de mon aventure personnelle d'enfant et d'adolescent, et je dirais même un de mes fantasmes érotiques lorsque je vivais à Saint-Tropez mes jeunes années et que je l'apercevais fugitive, faisant ses courses en short, cabas sous le bras, place des Lys, sous les platanes, et mon collège était en surplomb de ces fondaisons, et je n'avais de cesse que de faire le mur de mon établissement scolaire pour aller apercevoir la star. 28 septembre 1934, et Dieu créa Brigitte Bardot. Actrice, chanteuse, muse, star internationale, mais aussi fantasme intemporel, ou encore militante, toujours en première ligne des combats qu'elle mène avec une véhémence retentissante, des convictions inébranlables. Et elle se décrit elle-même comme une Française de souche lointaine et fière de l'être. Le mystère Brigitte Bardot a toujours fait beaucoup parler de lui. Jeune, et fut souvent réduite à sa plastique, à sa sulfureuse façon d'être, et parfois aux idées impures qu'elle suscitait dans la société misogyne et patriarcale de cette vieille France, dont elle a pourtant été la Marianne. Plus récemment, elle faisait parler d'elle pour ses prises de parole jugées politiquement incorrectes, offensant la bien-pensance française contemporaine. Bon bref, une personnalité complexe qu'on va essayer d'appréhender avec vous aujourd'hui, Michel. Je tiens juste à préciser tout de même, ça va être l'un des rares épisodes de Causerie consacrés à une personnalité encore vivante, donc on n'abordera pas Brigitte Bardot comme un personnage du passé, encore moins comme un objet d'étude, mais vraiment comme une personne vivante, avec tout le respect qui lui est dû. On n'évoquera pas les scandales, les préjugés ou autres jugements de valeur incompatibles avec l'analyse objective. Ceci étant dit, votre biographie s'appelle La Recluse.
Alors, pour moi, la recluse, ça évoque deux choses. D'une part, évidemment, les religieuses qui s'enfermaient volontairement et qui vivaient isolées de tout et dont la vie était dirigée, réglée de façon monastique, avec des règles extrêmement strictes. Ces religieuses étaient parfois aussi des femmes laissées pour compte ou marginalisées, et dont l'enfermement représentait parfois l'alternative la plus honorable. La recluse, c'est aussi le nom d'une petite araignée extrêmement vénéneuse, dont la piqûre peut être fatale. Fred Vargas va d'ailleurs consacrer un roman quand sort La recluse. Quelles étaient vos intentions lorsque vous avez titré votre livre La recluse? Je ne faisais pas référence aux araignées de Fred Vargas. Peut-être me référais-je plus aux recluses du Moyen-Âge. On dit recluses parce qu'il pouvait y avoir des hommes, mais 80-90% des reclus étaient des femmes. On les trouvait aux portes de la cité, dans des souvent installés dans les remparts, dans la partie la plus populaire de la basse ville, et vivant de l'aumône, et comment dirais-je, interpellant la cité, et d'une certaine façon la mettant face à ses responsabilités politiques, humaines et spirituelles. Et d'une certaine façon, c'est un peu ce qu'a fait Brigitte Bardot en se mettant aux portes de la cité, à la Madrague, puis à la Garrigue, ces deux lieux non pas de villégiature d'ailleurs, mais de refuge. J'aurais pu dire ces deux terriers, puisqu'elle fut souvent un animal blessé. C'est un peu ce qu'elle a fait, puisqu'elle est recluse comme l'étaient ces chrétiennes militantes des siècles passés, c'est-à-dire qu'elle interpelle la cité, elle interpelle ses frères humains, et elle ne se contente pas d'être bunkérisée et d'être silencieuse. Elle est une recluse qui parle, qui a un verbe provocateur, qui interpelle sur des valeurs fondamentales de l'humain, et d'ailleurs du vivant, je dirais, puisque il y a l'humain mais il y a l'animal. Et telle est Brigitte Bardot, à l'instar des recluses que vous évoquez. En s'enfermant, elle oblige un peu la société à se remettre en question. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur son parcours, même sur sa vie, son enfance, de quel milieu elle est issue et comment elle va devenir cette méga star très jeune, presque adolescente? Brigitte Bardot est née le 28 septembre 1934, entre deux guerres, c'est pas neutre, et à la veille du deuxième conflit mondial, c'est-à-dire qu'elle a passé le gros de son enfance et de sa préadolescence sous le climat de la Seconde Guerre mondiale et de la collaboration. Oui, Brigitte Bardot a passé l'essentiel de son enfance et de sa préadolescence dans le climat de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale et de la collaboration. Et ce n'est pas neutre, nous y reviendrons. Elle a embrassé, puisqu'elle va avoir 87 ans dans quelques semaines, elle a embrassé le siècle, et elle est née dans un milieu extrêmement bourgeois. Dans le 16e arrondissement. Dans le 16e arrondissement. Elle a très vite, après avoir habité du côté du Trocadéro, elle a très vite habité au 1 rue de la Pompe, donc au cœur du 16e Naples, Neuilly-Auteuil-Passy, et dans un milieu non pas de bourgeoisie, mais de très haute bourgeoisie.
ses parents, son père industriel, fortuné, et ses parents de grands bourgeois, comment dirais-je, chrétiens, d'un catholicisme non pas intégriste, mais traditionnaliste. C'est comment dire, c'est cette culture qui l'a façonné, et c'est pourtant par rapport à cette culture qu'elle s'est révoltée très vite, très jeune, dès son enfance. C'est en ça qu'elle va être le symbole de toute la jeunesse française. Oui, c'est en ça qu'elle va... À cette époque, en tout cas. Absolument, qu'elle va, avec ses valeurs, préfigurer mai 68. Alors, on y reviendra parce que elle va préfigurer mai 68, et pourtant, mai 68, au bout du compte, c'est la droite qui l'emporte. Hein. Ce sont quand même les conservateurs. Oui, mais Brigitte Bardot n'a jamais été de gauche. Oui, exactement. Fut-elle provocatrice et très libre de mœurs, elle l'a toujours affirmé, et c'est là qu'on retrouve son attache, certains diraient son atavisme sociologique, son attache sociale, son ascendance culturelle. Elle a toujours été, elle s'est toujours affirmée, si ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui, cette dichotomie gauche-droite, elle s'est toujours affirmée de droite, traditionnaliste. Oui, elle se dit justement une Française pure souche, de souche lointaine, voilà, une Française de souche lointaine et fière de l'être. C'est vrai que même si elle est le symbole d'une libération sexuelle, d'une libération des mœurs, elle n'en reste pas moins très attachée aux valeurs françaises, et peut-être même est-ce une fière conservatrice. Oui, alors il y a eu bien des débats, notamment lorsqu'elle a eu quelques liens d'amitié avec la famille Le Pen. Il y a eu bien des débats sur le positionnement de Brigitte Bardot, en tout cas celui qu'on lui prêtait, qu'on supposait. On y reviendra peut-être, mais je pense que ça ne mériterait pas d'être le cœur de notre Absolument pas. entretien, mais je ne pense pas qu'elle soit d'extrême droite. Elle s'est souvent revendiquée comme gaulliste, et je pense qu'elle appartient plutôt à cette famille politique, même si parfois les mots dépassant sa pensée, elle a pu avoir des verbatims, des envolées, comment dirais-je, polémiques, plus que contestables. On va revenir à ces jeunes années, comment la jeune Brigitte va devenir ce symbole de ce que la femme, à cette époque-là, dans cette France gaulienne d'après-guerre, le symbole de ce que la femme ne doit pas être. Je crois que Brigitte Bardot n'a toujours eu qu'un seul guide, son instinct, je dirais presque animal, sa force vitale extraordinaire. Françoise Sagan disait que l'œuvre principale de Brigitte Bardot, ce n'est ni le cinéma, ni la musique, ni la chanson, encore qu'il y ait quelques chefs-d'œuvre qui jalonnent sa carrière, mais que c'était sa vie, son chef-d'œuvre, et c'est assez vrai. C'est vraiment la vie de Brigitte Bardot qui est une saga à part entière, et qui, depuis son enfance, est le sillon d'un être qui est foncièrement libre, on pourrait presque dire anarchiste dans l'âme, qui n'écoute que son bon plaisir et ses instincts. Une vraie libertaire. Une libertaire, tout à fait. Et qui a pour seul guide cette démarche instinctive et cette recherche du bon plaisir. L'Église va même se mêler un petit peu de la vie de Bardot, puisque en 58, durant l'exposition universelle de Bruxelles, le Vatican expose des panneaux sur les 7 péchés capitaux, et sur l'un de ces panneaux apparaît Brigitte Bardot.
déjà, en 58, elle incarne le péché. Comment comprendre qu'à cette époque, elle est ébranlée jusqu'au plus haut sommet de la chrétienté? Alors, c'est effectivement en 58 que la question s'est posée pour l'Église d'excommunier éventuellement Brigitte Bardot. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais c'est dès le mois de novembre 1956 que la problématique se pose, donc 2 années plus tôt, puisque en novembre 1956, un film révolutionnaire remplit les salles françaises, c'est « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim, qui est son premier amant et son premier mari. Son premier mari, oui. Et l'un de ses premiers réalisateurs, en tout cas le réalisateur du premier film qui la porte à la notoriété non seulement française mais internationale. Et ce film, qui sort dans les salles françaises à la fin du mois de novembre 1956, va avoir une deuxième carrière énorme lorsqu'il sort aux États-Unis 1 an plus tard, à l'automne 1957, et il va susciter outre-Atlantique une vague de succès phénoménale, mais également de colère et d'interpellation de la star, dont l'attitude est jugée provocatrice et sexuellement inadmissible. Pourquoi? Parce que Et Dieu créa la femme raconte l'histoire d'une jeune libraire tropézienne qui est surtout, comment dirais-je, approchée par les hommes pour ses charmes physiques plus que pour ses recommandations littéraires, qui s'appelle Juliette Hardy. Le patronyme d'ailleurs n'est pas fortuit, parce qu'elle est vraiment Hardy. Et il y a une scène et cette jeune femme, cette jeune libraire, va se partager, ou en tout cas être tiraillée, si on peut dire, entre 3 hommes. Et il y a une scène qui est insupportable pour les bien-pensants et pour les chrétiens les plus traditionnalistes, qui est la scène du Mambo, une scène mythique du cinéma français, je dirais même du cinéma mondial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, telle une diablesse, la jeune Juliette, courvêtue et en transe et transpirante, ivre aussi, ivre également, monte sur des tables et se met à danser un mambo endiablé. Elle n'est pas nue, mais pourtant elle est extrêmement provocatrice. Pourquoi? Parce que au summum de sa transe, elle simule l'orgasme, l'acmé de l'acte sexuel, l'orgasme. Et c'est cette scène du mambo mythique qui est insupportable pour les bien-pensants, en France, en Europe, au Vatican, mais également outre-Atlantique, qui va mettre Brigitte Bardot pratiquement aux portes de la communauté chrétienne. En tout cas, elle va être passée à la question, ce qui évidemment pour ses parents chrétiens traditionnalistes du 16e arrondissement est tout simplement insupportable. Donc vous imaginez la complexité de la donne pour Brigitte Bardot, toute jeune, elle a 18-20 ans, elle doit affronter l'Église, ses parents, les médias, la société française, les associations américaines qui veulent sa peau, et donc vous imaginez le poids, la pression, comme on dirait aujourd'hui, qu'elle a sur les épaules, cette jeune femme qui démarre dans la carrière seulement. Pourtant, elle va très vite choisir son camp. Alors elle va très vite choisir son camp, c'est-à-dire celui de « je persiste et je signe », je n'ai de compte à rendre à personne sinon à moi-même, même pas à Dieu, et elle va tracer sa route. En cela, elle est adepte, quand bien même elle ne l'aurait jamais lu, ce qui est probable, du philosophe Nietzsche, c'est-à-dire « deviens ce que tu es ». Elle va devenir ce qu'elle était foncièrement.
Donc là, sa carrière d'actrice, évidemment, prend un tournant incroyable. C'est à ce moment-là qu'elle va devenir une égérie pour plein de réalisateurs. Oui, alors tout le monde la sollicite, et d'ailleurs elle dit non à presque tout le monde. Débute cette vie ambivalente qui lui fera souvent citer Madame de Staël plus tard, c'est-à-dire la gloire et le deuil éclatant du bonheur. C'est-à-dire que cette ambivalence, c'est le soleil et la nuit, le plaisir d'être une star et de faire ce métier, mais en même temps le désespoir d'être traqué telle une biche aux abois. C'est dès ces années 58-60 qu'elle commence à chanceler et que se profile le destin de la future recluse qu'elle n'est pas encore. Alors une chose ressort dans sa filmographie, c'est que les personnages qu'elle joue ont très souvent l'air d'être des avatars de Brigitte Bardot. Est-ce qu'on sait comment elle a vécu le fait d'être souvent cantonnée au même genre de rôle, malgré un talent indéniable? Alors en fait, comme l'a très bien perçu quelqu'un qui a été très proche d'elle, et d'après Brigitte Bardot, son meilleur amant, Serge Gainsbourg, elle n'a malheureusement pas eu les réalisateurs à sa mesure, à la dimension de son talent de tragédienne, hormis, et nous y reviendrons, Henri-Georges Clouzot, et peut-être Godard. Elle n'a pas pu exprimer, alors elle a sa part de responsabilité, surtout elle qui assume totalement son sillon individuel, sa liberté, forcément elle est responsable de sa vie, mais en tout cas les choses ont été telles, à son corps défendant ou pas, qu'on lui a proposé la plupart du temps que des rôles clones de ce qu'elle était elle-même, dans la caricature, c'est-à-dire la Lolita au sens Nabokov du terme, ou la potiche de service, alors que au moins un film, mais probablement deux, au moins un film, La vérité de Henri-Georges Clouzot, démontre qu'elle avait un talent de tragédienne exceptionnel. Et le deuxième, même si c'est sur un registre tout à fait différent, Le mépris de Godard. Godard, l'un des plus grands réalisateurs du XXe siècle, ne s'y est pas trompé quand il a voulu faire ce film très psychologique, tout en ambiance sur les hauteurs de Capri en surplomb de la mer. Il a immédiatement pensé à Brigitte Bardot. Donc là, nous avons deux grands rôles, mais l'un prend le pas sur l'autre, tant elle y est grande tragédienne, c'est La vérité de Clouzot, qui démontre le talent exceptionnel qu'elle avait et qui malheureusement n'a trouvé que très peu de rôles dans sa carrière cinématographique qui lui permettent de s'exprimer. Est-ce que c'est du fait de Brigitte Bardot elle-même ou alors de cette caste intellectuelle, de ces grands réalisateurs de la nouvelle vague qui voient son talent mais en même temps qui ne sont pas prêts à l'adopter? Oui, je crois qu'elle était trop dérangeante. Elle aura été toute sa vie, d'où le mot la recluse, parce que les reclus des portes de la cité qui interpellaient étaient extrêmement dérangeants. Elle aura été extrêmement dérangeante toute sa vie, en tant que femme, en tant qu'humain, en tant que militante de la cause animalière, en tant qu'actrice, comédienne, et le commun des mortels, fussent-ils réalisateurs, ne sauront pas très bien par quel bout prendre cette personnalité hors norme, atypique, et ils préféreront suivre la pente la plus douce, consistant à la cantonner à des rôles de poupée blonde. Ils s'en tiennent à son image populaire. Voilà, plutôt que de laisser sortir la folie du logis, c'est-à-dire une forme de folie
qui s'exprime dans le verbe, dans la puissance du verbe de la vérité de Clouzot, lorsque notamment, tout le monde a cela en tête, à la fin du film, quand elle sent qu'elle voue sa peau, qu'elle interpelle le jury et qu'elle lui dit « Je suis vivante, vous êtes tous morts ». C'est l'extrait qu'on a passé en début d'émission. Alors ce film est très important dans le sens où, évidemment, ce film fait aussi écho à sa vie, mais là, pas sur le côté potiche, mais là, sur l'intériorité de Brigitte Bardot, c'est qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une femme traquée qui subit la vindicte populaire, la vindicte aussi de toutes les institutions. Elle est insultée, elle est méprisée. Le personnage qu'elle joue dans ce film, donc c'est un film qui est tiré d'un fait divers. Hein, oui, alors effectivement, donc ce film s'appuie sur la biographie et le fait divers de Pauline Dubuisson, qui une jeune femme issue d'un milieu bourgeois, à l'instar de Brigitte Bardot, une femme brillante, et tellement brillante que finalement elle en devient presque oppressante et écrasante pour son environnement, à l'instar de Brigitte Bardot, qui très vite se révolte contre son milieu, à l'instar de Brigitte Bardot, et qui, pour des raisons dont je vous épargne le scénario dans la vraie vie de Pauline Dubuisson et dans l'adaptation cinématographique de Clouzot, va tuer son amant, et puis plus tard va se suicider. On retrouve là tous les jalons de vie de Brigitte Bardot, non pas qu'elle ait tué son amant, mais peut-être son amant du moment, peut-être y a-t-elle pensé plus d'une fois. Ce qui est sûr, c'est que Brigitte Bardot a toujours eu une fêlure et une tendance suicidaire, puisqu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide, y compris dès l'adolescence, en ouvrant le gaz dans l'appartement familial, dans la cuisine, et y compris au moment du tournage du film de Clouzot en 1960, puisque, et c'est pas fortuit, alors qu'elle incarne l'héroïne Pauline Dubuisson, qui encore une fois, après avoir été condamnée par le jury qu'elle n'a pas convaincu, se suicide dans la prison, et bien, après avoir joué ce rôle, Brigitte Bardot, alors que le film doit sortir à l'automne 1960, et qu'il a été mis dans la boîte, si je puis dire, les mois qui précèdent, au printemps-été 1960, Brigitte Bardot, aux alentours de sa date anniversaire du 28 septembre 1960, tente de se suicider. On va prendre ça pour de la comédie, on va dire que, à l'instar du personnage dans le film, je cite l'avocat, qui ne réussit que ses meurtres et qui rate tous ses suicides, on n'y croit pas. Beaucoup pensent que c'est de la fanfaronnade. Beaucoup pensent que c'est de la fanfaronnade. Comment dirais-je, on a rencontré peu de gens dans nos vies respectives qui, lorsqu'ils tentent de se suicider, sont que dans la simulation. Même lorsqu'ils font tout pour se rater, la tentative de suicide, l'acte suicidaire, intrinsèquement, est révélateur d'une grande faille existentielle, et nous ne sachons pas qu'il y ait beaucoup de petits malins ou de trublions qui jouent avec cela. Même ceux qui se sont ratés toute une vie, et force est de le constater, c'est le cas de Brigitte Bardot puisqu'elle va bientôt avoir 87 automne, même ceux qui se sont ratés toute une vie, lorsqu'ils sont dans une démarche suicidaire, dans la quasi-totalité des cas, ce n'est pas du flan. Albert Camus disait « Il n'y a qu'une seule question philosophique qui vaille intérêt, c'est la question du suicide. » Dans le mythe de Sisyphe. Exactement. Il ne s'est pas suicidé, il est mort d'un accident de voiture, mais il avait cette grande interrogation, à l'instar d'autres artistes, d'autres écrivains. On pourrait, passer plusieurs émissions à évoquer ceux qui, pour reprendre une expression chère à Jean-Marie Rouart, ont choisi la nuit, très belle expression d'ailleurs, très douloureuse,
On pourrait citer Nicolas de Staël, le peintre de génie qui se défenestre. On pourrait en citer bien d'autres. Ce n'est jamais du flan. Et Brigitte Bardot a été plusieurs fois à deux doigts d'y parvenir, même si elle n'a pas eu le taux de réussite de son héroïne Pauline Dubuisson. Elle est habitée, Brigitte Bardot, par le sentiment de l'absurde, quelque part. Oui, et un double sentiment, mais comment dirais-je, les deux étant sans doute intimement liés. Le sentiment de l'absurde de l'aventure humaine. L'absurde camusien. L'absurde camusien. Et en même temps, le sentiment de l'injustice contre laquelle il faut se révolter. C'est la révolte métaphysique. Et finalement, on continue d'être dans le sillon de Camus, puisque Camus a écrit L'homme révolté, et qu'il invitait, nonobstant le fait que le monde était absurde, et le sillon humain tout autant absurde, et pas seulement nonobstant, et parce que il en était ainsi, il invitait à se révolter comme Sisyphe contre les dieux, et à donner un sens à son existence, et à celle de ses frères, par le seul fait de cette révolte. C'est-à-dire que pour Camus, Sisyphe pousse son rocher, et c'est absurde parce que lorsque le rocher est en haut de la colline, il redescend, et il faut que Sisyphe le remonte. Oui, mais quand Sisyphe redescend la colline, il a un instant d'exaltation, parce que le rocher va plus vite que lui, parce qu'il est libre de ses mouvements, le rocher descendant par sa propre gravité. Et dans ce moment d'exaltation et de liberté, il peut narguer les dieux et leur dire « j'existe, je suis libre, et en plus, je suis heureux ». Eh bien, Brigitte Bardot, effectivement, je le constate en discutant avec vous aujourd'hui, et d'une certaine façon, un héros camusien. C'est la femme révoltée. C'est la femme révoltée. C'est la femme du XXe siècle, et même du XXIe siècle, puisqu'elle est encore très présente, et comme militante, c'est l'incarnation de la femme révoltée. Mais est-ce qu'elle n'a pas eu cette malchance de naître à l'époque de l'homme révolté, et aujourd'hui on vit, vous avez raison, dans l'époque de la femme révoltée. Brigitte Bardot aurait eu un destin différent si elle était née dans les années 80 ? Sans faire de fiction. Toujours très difficile de spéculer à l'envi, mais, oui, bien sûr. Mais c'est très probable. Elle est née, on a souvent dit que Brigitte Bardot se comportait comme un homme, ce qui est d'ailleurs on pourrait creuser le sujet de façon très intéressante là encore pendant des heures, dans une société qui, lorsqu'on disait cela, était extrêmement patriarcale et misogyne. Il est clair que Brigitte Bardot, à l'instar de Pauline Dubuisson que nous avons évoqué tout à l'heure, est quelqu'un qu'on a essayé de faire rentrer dans l'ordre, de cadenasser, d'édulcorer, mais elle était irréductible, comment dirais-je, insaisissable, et elle le demeure. En tout cas, on peut rendre vraiment cet hommage à Henri-Georges Clouzot d'avoir vu en Brigitte Bardot le tigre et non pas le chaton auquel elle était reléguée. Exactement ça, le tigre, voire la panthère. Voire la panthère. Alors, côté vie privée, à côté de ça, même si on ne va pas rentrer dans les détails de sa vie privée, ça ne nous intéresse pas. Mais sentimentalement, c'est une femme qui va se marier 4 fois. Elle a toujours été très amoureuse de ses maris, ça on n'en doute pas. Mais dans ses relations connues, on remarque une forte disparité dans la personnalité de ses compagnons, de Roger Vadim, vous l'avez dit, son premier mari, jusqu'à Günther Sachs, en passant par Gainsbourg, ou même Jean-Louis Trintignant, qu'elle va d'ailleurs rencontrer dans le film Les dieux créa la femme, alors qu'elle était avec Roger Vadim à l'époque. Alors comme je disais, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir aimé ces hommes. Elle dira même de Samy Frey que c'était un être rare, sensible, angoissé et érudit, qui resta longtemps l'homme de sa vie. Est-ce que Brigitte Bardot, d'après vous, cherchait l'homme de sa vie ou les hommes de ses vies ?
Alors, d'abord, on évoque la vie privée, et ça me donne, avant de revenir aux compagnons, aux hommes qui ont jalonné sa vie, je m'arrête un instant sur cette notion de vie privée. On a déjà évoqué tout à l'heure des pans cinématographiques. Pour moi, ça peut être contesté, mais il y a 4 très grands films de Brigitte Bardot, dans une production qui doit dépasser la cinquantaine, j'ai pas compté, j'ai plus en tête. 4 grands films. Et Dieu créa la femme pour le mythe qu'il représente. La vérité, parce que c'est un chef-d'œuvre racinien, absolu. Le mépris de Godard, parce que c'est un film d'ambiance psychologique. On est en apesanteur sur les hauteurs de Capri en surplomb de la mer, qui démontre la maestria de Godard, réalisateur au summum de son art, mais également de Brigitte Bardot comme actrice. Et le 4e, c'est Vie privée de Louis Malle. Et Vie privée de Louis Malle, qui est un film des années 62-63, est un film qui exprime bien la problématique vie privée, vie publique que va affronter Brigitte Bardot toute sa vie, et cette traque qu'elle va subir très tôt, comme l'héroïne du film de Louis Malle qu'incarne Brigitte Bardot, c'est-à-dire que c'est un personnage très autobiographique, c'est-à-dire une jeune actrice dans le film Vie privée de Louis Malle, traquée par les paparazzi au point que sa vie en est complètement pourrie, au point qu'elle ait la tentation de choisir la nuit, la tentation du suicide, en tout cas de la fuite permanente. Et ça, c'est très important d'avoir ce point-là en tête, dans ce carré de films que je cite, avec le film Vie privée de Louis Malle, la traque médiatique, la tentative avortée de préserver sa vie privée, c'est comment dirais-je, une façon de regarder la biographie de Brigitte Bardot très très prégnante. Alors ensuite, les hommes de sa vie. Combien y en a-t-il eu? Seule elle le sait, et la question n'a pas grand intérêt pour nous ici aujourd'hui. En revanche, dans la diversité de ceux que nous connaissons, parce que elle les a adoubés devant les médias et qu'elle a bien voulu nous les présenter, il y a une telle diversité qu'on peut plutôt dire que ces hommes, elle les a choisis parce qu'ils correspondaient à un moment de sa vie, à un moment de sa saga, fût-ce de façon inconsciente et naturelle, et parce que et non pas qu'il ait choisi elle. On a vraiment le sentiment que chacun correspond à un moment de ce qu'elle a été. C'est-à-dire pendant les années pseudo-hippie, on va dire, en tout cas les années de révolte qui tournent, de révolte ontologique, qui tournent autour de mai 68, eh bien ce fut Serge Gainsbourg, 67-68, Je t'aime moi non plus, Harley Davidson, pour ne citer que 2 chansons très emblématiques et représentatives de cette révolte sociétale. Bob Zaguri, ce furent les années où elle voulait se cacher, fuir le monde occidental et trouver un improbable Éden latino-américain sous l'égide de la musique tropicale et de la douceur musicale de la bossa nova, par exemple, sous des cieux plus hospitaliers. Günther Sachs, il correspond aux années glamour, Jet Set, aux années jet set qu'elle a appréciées avant de les rejeter. On y reviendra. Roger Vadim, c'est un peu le frère qui va jalonner toute sa vie. C'est-à-dire qu'il est son premier amant, il est le premier homme qu'elle admire vraiment, pas tout à fait le premier, il y a le grand-père et quand même le père. Nous aurons, je pense, l'occasion d'aborder cela. Mais en tout cas, il est le premier homme amant de sa vie
et peut-être le dernier, en tout cas peut-être sera-t-il le dernier, au sens où aujourd'hui la tombe de Roger Vadim au cimetière marin de la presqu'île de Saint-Tropez, au pied de la citadelle, de la colline de la citadelle, cette tombe de Roger Vadim regarde la Madrague qui se trouve de l'autre côté de la baie des Canebiers, et la Madrague regarde la tombe de Roger Vadim. Et il est clair que ces deux êtres très proches, peut-être comme un frère et une sœur, ne se seront jamais vraiment quittés, deux âmes sœurs, et qu'ils se retrouveront bientôt, si tant est qu'ils aient besoin de se retrouver, puisque je viens de le dire, ils ne se sont jamais quittés. Et on pourrait citer Sami Frey, qui correspond peut-être aux années d'inquiétude existentielle, de fêlure psychologique grave que vit Brigitte Bardot, et en même temps de désir de se cultiver, de s'ouvrir au théâtre, à la poésie, et Sami Frey l'initie à tout cela. Les mois Trintignant, c'est encore autre chose. C'est autour de l'aventure Et Dieu créa la femme, puisque Jean-Louis Trintignant est le héros principal homme du film Et Dieu créa la femme, c'est-à-dire l'un des trois hommes qui tournent autour de la jeune Juliette, alias Brigitte Bardot, en l'occurrence Tardieu, Michel Tardieu, et l'homme qui va lui faire l'amour sur la fameuse plage de la Ponche, la plage du vieux quartier des pêcheurs de Saint-Tropez, avec cette fameuse scène mythique qui suscitera à un point qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui la ire du Vatican. Et on pourrait continuer comme ça. On pourrait parler de Bougrain-Dubourg, qui correspond à la phase militante de la cause animalière de Brigitte Bardot, puisqu'elle le croise pour la première fois dans les neiges du Canada, lorsqu'elle va mener le combat animalier contre la chasse au blanchon sur les terres glacées du nord canadien, et ainsi de suite. Donc si elle a eu aussi tous ces hommes, tous ces maris, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas trouvé la synthèse de tout ce qu'ils étaient, la synthèse de toutes ces vies, de toutes ces philosophies. Elle les a trouvées dans plusieurs hommes, mais jamais en une seule fois. Elle les a trouvées en un seul homme. Cet homme-là, c'est Le Boom, c'est son grand-père. Son grand-père est un personnage, son grand-père maternel est un personnage qu'elle adorait, qui le lui rendait bien cet amour, et avec lequel elle a eu une relation vraiment filiale, fusionnelle, dès sa plus tendre enfance, aussi bien lorsqu'elle allait les voir, sa grand-mère et son grand-père, dans leur appartement à quelques pas de la rue de la Pompe où elle habitait, dans leur appartement du 16e, dans une rue un peu surannée du 16e, ou lorsqu'elle le retrouvait dans la demeure familiale des week-ends et des vacances à Louveciennes. Et ce grand-père adoré, alors je n'ai jamais eu de certitude absolue sur le fait qu'elle le surnommait, sur la raison pour laquelle elle le surnommait Le Boom. J'ai une hypothèse, lorsqu'il partait dans des fous rires endiablés, son grand-père et elle, dans une connivence totale, à tel point que elle échappait même à la grand-mère, cette connivence. Il se mettait souvent à danser une sorte de polka, et le grand-père avait une formule, il égrenait à la zim, à la boum, à la zim bam boum. À la zim, à la boum, à la zim bam boum, en faisant danser sa petite fille, et en éclatant de rire entre deux pas de danse, et je pense que c'est pour cela qu'elle l'appelait Le Boom. Et elle a eu une telle admiration, il avait une telle aura qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même, que jamais aucun homme
n'arriva, je pense, à la cheville de ce grand-père un peu divinisé, qui est enterré au cimetière marin de Saint-Tropez. Et donc, s'il y eut un homme qui la combla parfaitement, qui était la symbiose de tous, et qui était la symbiose de tous, c'est ce grand-père adoré, c'est le boom, et point d'autre. Même pas Roger Vadim. Alors, vous l'avez dit, en 66, elle va rencontrer ce fameux Gunther Sachs, homme d'affaires multimillionnaire. Ils vont se marier la même année. C'est le mariage, on dira, de la richesse et de la beauté. Mais c'est aussi le mariage qui va faire rentrer Brigitte Bardot de plein pied dans un monde impitoyable. C'est celui de la jet set et des paparazzis. On en a parlé un petit peu plus tôt, mais on pourrait peut-être revenir sur ce sentiment contradictoire. Elle y rentre dans ce monde, elle s'y épanouit, mais elle va vite arriver à saturation. Oui, alors avec Gunther Sachs, ça commence vraiment de façon très VIP et très glamour. Pour lui manifester son amour, il envoie un avion survoler la baie de la Madrague, et cet avion déverse si je puis dire, des tonnes de roses sur la Villa La Madrague et sur la baie tout entière. Un peu plus tard, il lui propose de l'épouser, et évidemment, il embarque pour Las Vegas, où il se marie. Puis dans la foulée, ils font quasiment le tour du monde en yacht très haut de gamme, et tout à l'avenant. Il lui présente la jet set qu'il fréquente. Alors, bénéfice secondaire quand même de cela, Gunther Sachs est un esthète, un mécène même, et un très grand connaisseur, notamment de peinture, d'art d'une manière générale, mais notamment de peinture et de sculpture. Et il initie à Van Dongen, au pop art, il y présente Andy Warhol, il initie, ou en tout cas il tente de le faire, à l'expressionnisme. Il est allemand, ne l'oublions pas. L'expressionnisme est quand même un des grands courants picturaux en Allemagne du XXe siècle. Et donc il ne se contente pas que de lui faire le tour du monde en jet privé ou en yacht. Il lui apporte quand même autre chose, un supplément d'âme. Et puis, avant le désamour, il y a une période où ils sont très amoureux l'un de l'autre. Il est évident que Gunther restera l'un des grands amours ayant jalonné la vie de Brigitte Bardot. Mais à cette époque-là aussi, c'est le début de la traque des paparazzis, des médias. Elle commence peut-être à avoir un sentiment de saturation vis-à-vis de ça, que sa vie non seulement lui échappe, mais ne lui appartient plus. J'aimerais qu'on écoute un extrait audio, on va revenir dessus juste après. Je ne peux pas vivre comme tout le monde, étant donné que je porte ma tête et mon nom. Alors, c'est très restreint comme passe-temps ce que je peux faire, à part rester chez moi et lire. Je ne peux ni voyager, ni faire un autre travail. Brigitte Bardot tente de se soustraire à la presse. Mais cette fois, ce sont les journalistes qui manifestent. Ils lui reprochent de les oublier. Alors, c'était un extrait du documentaire Arte, La Jet Set des années 60, réalisé par Sabine Carbon et Cordula Kablitz-Post. Donc là, on voit bien on sent peut-être pas le désarroi, mais on sent la fatigue, la lassitude de Brigitte Bardot de ne pas pouvoir vivre parce qu'elle est ce qu'elle est. Cet extrait me fait penser à plusieurs choses. Il me fait penser à nouveau au film de Louis Malle évoqué tout à l'heure, La vie privée. Vie privée. Vie privée. Parce que là, on est vraiment au cœur de la problématique. Il me fait penser à une interview célèbre d'ailleurs à l'époque, parce qu'elle avait vraiment été marquante, de Brigitte Bardot par Jean Chalon, François Chalais,
journaliste, spécialiste des stars et du cinéma notamment. Et Jean Chalais lui demandait alors comment ça va. Et là, elle avait répondu, en substance bien sûr, ça va bien, ça pourrait aller mieux, je suis dans une prison. Alors certes, ma prison est dorée. On est en quelle année, pardon Michel? On est dans les années 63-65. C'est-à-dire que sa carrière a une dizaine d'années, puisqu'elle a démarré un petit peu avant Et Dieu créa la femme, hein, avec quelques navets d'ailleurs, oui. Que nous aurons la bonté de ne pas citer. Enfin, j'en citerai un, le trou normand. Je ne peux pas résister au plaisir de le citer. Et donc, elle a déjà une carrière d'une bonne dizaine d'années, et il y a déjà beaucoup de lassitude, beaucoup d'amertume même, on pourrait dire d'une certaine façon, et de brisure, de fêlure existentielle. J'ai en tête une très belle, un très beau pitch, on pourrait dire aujourd'hui, une très belle phrase de Roger Vadim, Roger Hanin. Roger Hanin. Roger Hanin, pardon. Quand on lui demandait comment il pouvait qualifier Brigitte Bardot, il disait Brigitte Bardot, c'est une beauté affolée. Et je crois que je n'ai jamais trouvé une formule définissant mieux Brigitte Bardot que celle-là de Roger Hanin. Brigitte Bardot est une beauté affolée. Et donc, à François Chalais, elle disait ça va bien, mais ça pourrait aller mieux. Je suis dans une prison dorée. Et effectivement, dans les années 63-65, on sent qu'elle est déjà lasse de ce métier, lasse de la traque médiatique, au bord de l'épuisement, et que ça va craquer. Dans l'extrait audio, on entend une manifestation de journalistes, parce qu'elle veut reprendre les rênes de sa vie privée, elle veut essayer de retrouver une sorte, non pas d'anonymat, mais d'intimité. Oui, je vais vous citer une anecdote tropézienne qui est, comment dirais-je, qu'on peut mettre en parfait parallèle par rapport à cette bronca des journalistes, et qui correspond à la même époque, les années 64-65. Nous sommes sur le port de Saint-Tropez. Il y a une boutique très connue, pas loin de la statue emblématique du bailli de Suffren. Cette boutique, c'est la boutique Vachon. Elle est surtout très connue parce que c'est Brigitte Bardot qui l'a rendue célèbre. Elle vient y faire dès le tournage du film Et Dieu créa la femme, elle vient y faire ses emplettes. Elle vient y acheter des ballerines de type Repetto, des pantalons fuseaux bien dans l'air du temps, des t-shirts, des chapeaux, des lunettes de soleil. Et elle est tranquillement chez Vachon, enfin du moins le croit-elle. Et à un moment donné, elle est perdue dans les froufrous et les chiffons. Et à un moment donné, elle lève la tête, elle regarde autour d'elle, et il y a 100 à 200 personnes à l'intérieur du magasin, mais également à l'extérieur. Et là, il y a tous les bienveillants qui veulent des autographes, mais qui l'étouffent par leur bienveillance. Mais il y a également des femmes qui la traitent de salope et de putain. Ou des hommes d'ailleurs. Il y en a qui disent que dès qu'elle sera sortie du magasin, ils auront sa peau. Et c'est uniquement lorsque la direction du magasin Vachon appelle la police et que les quarts de police se pointent sur le port qu'est Suffren pour la libérer, qu'elle peut souffler et s'échapper en catimini, j'allais dire presque sous la protection policière. Ça, c'est vraiment une anecdote très représentative de ce qu'est sa vie à l'époque. Oui, parce que ce que moi j'ai perçu du haut de mes 10-11 ans, puisque nous étions bien en 65 effectivement, devait lui arriver à peu près tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine. Il y a vraiment en tout cas un mépris de la part d'une partie de la population, et aussi des journalistes, un mépris, voire même une négation de ce qu'elle est. On pouvait voir sur les pancartes des journalistes qui manifestaient contre Brigitte Bardot à l'époque des bébé tu exagères, ou encore 1955 tu nous recherches, 1965 tu nous rejettes. C'est vraiment une négation de la personne. Oui, c'est-à-dire qu'on aurait voulu
une Brigitte Bardot complaisante, corvéable à merci, acceptant de devenir un pur produit marketing. Un gagne-pain pour ces gens-là. Un gagne-pain, un faire-valoir, et elle refuse tout cela. Comment dirais-je, elle se situera toujours sur les sentiers de traverse, toujours en dehors aux marges du milieu dans lequel elle évolue. Alors là, on a vraiment abordé à plusieurs reprises cette jolie petite ville que vous connaissez si bien, qu'est Saint-Tropez. J'aimerais vraiment qu'on ouvre une très grande parenthèse sur cette ville, parce qu'elle est indissociable de Brigitte Bardot, absolument indissociable. Mais vous qui connaissez bien cette ville, vous l'avez vu évoluer, vous l'avez vu changer. Cette ville n'a pas toujours été le lieu de villégiature des people et des milliardaires. D'après vous, qu'est-ce qui a fait que Saint-Tropez est devenu en quelques années l'un des villages les plus cosmopolites du monde? Comment Saint-Tropez est devenu Saint-Tropez? Saint-Tropez et Brigitte Bardot avaient tout pour se rencontrer. Parce qu'en fait, Saint-Tropez n'est pas un petit village de pêcheurs. Il a été décrit comme tel dans les années 50-60, 1950-1960, parce que c'est assoupi tel un village de pêcheurs que les artistes dits existentialistes, Juliette Gréco, Bourisian, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et quelques autres, Merleau-Ponty, ont découvert ou redécouvert Saint-Tropez, mais en réalité, à l'instar de la star Brigitte Bardot, multidimensionnelle, Saint-Tropez est une ville multidimensionnelle et à l'aura telle, je vais le dire en quelques mots sans jouer à l'historien que je ne suis pas, que seule une ville de cette dimension et de cette puissance, je dirais, fondamentale, intrinsèque, pouvait convenir à Brigitte Bardot. Qu'est donc Saint-Tropez? Saint-Tropez est au XVIIe et XVIIIe siècle le troisième port français de Méditerranée. Et Saint-Tropez, à cette époque-là, XVIIe, XVIIIe, a des marins qui ne se contentent pas d'aller pêcher dans le Golfe, mais qui partent faire la caravane au Levant, c'est-à-dire le gros des troupes tropéziennes, si je puis dire, des marins tropéziens de cette époque-là, de l'Ancien Régime, part travailler pour le Grand Turc, c'est-à-dire l'empereur ottoman, l'empereur du vaste empire turc, et les tropéziens partent, les marins tropéziens partent faire du cabotage dans ce vaste empire méditerranéen pour le compte du Grand Turc. Et au bout de quelques années, s'ils ne sont pas morts, au fil de leurs aventures maritimes, ils reviennent cousus d'or, si je puis dire, et auréolés de légendes dans la ville natale Saint-Tropez. C'est cela Saint-Tropez. C'est aussi la ville qui a vu l'un des plus grands marins prendre le large, l'un des plus grands marins de tous les temps, c'est-à-dire qu'il y a l'amiral Nelson, mais il y a aussi le bailli de Suffren. Saint-Tropez est la ville du bailli de Suffren. On voit qu'on est loin du petit village de pêcheurs. Alors, pour maintenant revenir au XXe siècle, Saint-Tropez a été porté sur les fonds baptismaux de la gloire internationale en 3 vagues. Début du XXe siècle, les peintres post-impressionnistes, les fauves, les pointillistes, notamment Paul Signac, notamment Matisse, Pissarro, notamment Marquet et quelques autres. Bonnard, j'arrête là la liste. Van Dongen également. Deuxième vague comme grand marqueur de ce cheminement vers la notoriété internationale, Colette, l'écrivain qui passe 15 ans à Saint-Tropez dans les années 30, jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Étonnamment, sa maison, la Treille-Muscat, se trouve à quelques centaines de mètres à peine de celle de la maison La Madrague où s'installera Brigitte Bardot. Et la troisième vague, c'est Et Dieu créa la femme, Brigitte Bardot,
et Brigitte Bardot qui achète une maison alors pour le coup une vieille maison de pêcheurs qui s'appelle déjà la Madrague et qu'il achète en 1958, c'est-à-dire 2 ans après le tournage du film Et Dieu créa la femme qui lui a apporté la fortune. Et donc c'est là qu'elle s'installe en 58. Pour autant, elle ne découvre pas Saint-Tropez ni au moment du film Et Dieu créa la femme, ni au moment de l'acquisition de la Madrague, parce qu'en fait, dès son enfance, c'est-à-dire dès la fin des années 30 et le début des années 40, en pleine guerre, et puis plus tard, à la libération dans les années 45-47, la famille Bardot, ses parents, Brigitte et sa sœur Mijanou, ont pour habitude de prendre le PLM, le train de nuit Paris-Lyon-Marseille, et d'arriver au petit matin, après une nuit dans le wagon-lit réservé par la famille, en gare de Saint-Raphaël. Et là, c'est l'exotisme. On loue une voiture ou on commande un taxi. On est dans les senteurs provençales. Il y a des palmiers un peu partout. On longe la Riviera depuis Saint-Raphaël et on arrive à Saint-Tropez. Et là, avant que la famille fasse l'acquisition d'une maison dans la vieille ville de Saint-Tropez et que plus tard Brigitte Bardot achète à la Madrague, la famille loue une sorte de cabanon plage des Salins, qui est une plage bordée de dunes et de pinèdes, avec des entassements d'herbes de posidonie qui jonchent le rivage, donc une plage à l'ancienne dans son jus provençal et tropézien, une plage qu'appréciait beaucoup d'ailleurs par parenthèse Picasso, et là la famille Bardot jouit de façon naturaliste, je dirais presque primitive, des joies du Saint-Tropez des années 30-40, et c'est ce Saint-Tropez-là que découvre l'enfant, puis la préadolescente Brigitte Bardot. Et son éveil sensuel, dans tous les sens du mot sensuel, sensitif et sensuel, c'est à Saint-Tropez, plage des Salins notamment, avant que ce soit baie des Canebiers, que va le faire Brigitte Bardot. Donc le Jardin d'Éden, outre la rue de la Pompe, outre la maison de campagne de Louveciennes de Brigitte Bardot, c'est les senteurs provençales et maritimes, méditerranéennes, de la plage des Salins de Saint-Tropez des années 30-40 qui façonnent la jeune Brigitte Bardot. Mais quand elle s'y installe une fois adulte, c'est plus du tout le Saint-Tropez qu'elle a connu enfant. Les yachts ont remplacé les petits bateaux de pêcheurs. Le calme et la tranquillité de la Madrague sont remplacés par les paparazzi, les photographes qui cherchent absolument à avoir une photo. Ils peuvent pas passer côté terre, alors ils passent côté mer. Quand elle achète, c'est déjà plus le Saint-Tropez de son enfance. Alors, le Saint-Tropez de son enfance, l'autre Saint-Tropez, il existe toujours, et je continue de le pratiquer pour ce qui me concerne, parce que le Saint-Tropez de carton, le Saint-Tropez d'opérette, c'est quelques centaines de mètres carrés. C'est le port de Saint-Tropez, c'est malheureusement pour Brigitte Bardot aussi la baie des Canebiers. Alors, comment dirais-je, Michel Goujon peut pratiquer l'autre Saint-Tropez en 2021 parce que Michel Goujon n'a pas la notoriété, et loin s'en faut, de Brigitte Bardot. Donc je peux aller dans les petites ruelles de la vieille ville, je peux aller dans le vignoble tropézien et plus loin dans le massif des Morts, au bout du monde, à quelques dizaines de minutes de la brasserie Sénéquier. Mais Brigitte Bardot, enfermée dans sa prison dorée de star, ne peut pas. Parce que dès qu'elle fait un pas, tous les paparazzis de la planète lui tombent sur le paletot. Donc Brigitte Bardot, elle va devoir non pas revendre la Madrague, mais en tout cas la fuir en partie. La murer aussi. Elle va faire construire un mur pour se protéger, un mur qui va susciter bien des polémiques, parce que c'est un mur construit sur le rivage maritime. Comme chacun sait, le rivage maritime est protégé, est un bien commun. Donc il va susciter bien des polémiques, et en même temps comment y échapper.
elle a besoin aussi de vivre, elle a besoin, si je puis dire, de tenter d'échapper au suicide. Et à cet appel de la nuit que nous évoquons tout à l'heure en évoquant Camus et Nietzsche, entre autres, donc elle va faire construire un mur et elle va de plus en plus se bunkériser dans cette prison dorée qu'est la Madrague. Alors elle y fait venir des musiciens, bien sûr, les Gypsy Kings notamment, elle y fait venir des artistes, elle y fait venir des amis, quelques amants, mais elle est bunkérisée, elle est, recluse. Pour vous, les Tropéziens se sont pas sentis dérobés à cette époque-là? Ils se sont sentis, comment dirais-je... Ils n'ont pas eu le sentiment de perdre leur ville? Ils ont eu le sentiment, un temps, d'y perdre un peu, sinon leur vie, peut-être leur supplément d'âme. Mais Saint-Tropez a de telles ressources, je dirais, la presqu'île de Saint-Tropez, ce sont des vignobles, des pinèdes, des forêts de chênes à perte de vue. La plage de Pampelonne est une plage qui fait 6 km de long. Donc le décor de pacotille que nous évoquons et où sillonne la jet set, ce n'est que quelques centaines de mètres carrés. Saint-Tropez a été atteint par le syndrome jet set. Saint-Tropez n'a pas été phagocyté, n'a pas été totalement détruit par ce phénomène-là. Ce n'est pas un outrage total. Ce n'est pas un outrage total. C'est une violence qui a été faite à cette presqu'île comme à d'autres lieux. Hein. On pourrait citer la Corse, on pourrait citer l'île de Ré, la Bretagne, enfin tous les lieux très touristiques. On pourrait citer Venise, violentée à longueur de journée et de semaine par ces immenses usines à touristes que sont les paquebots croisiéristes. Mais restons sur Saint-Tropez, sur Brigitte Bardot. Alors Saint-Tropez porte le nom d'un martyr romain, Tropez de Pise, qui pour s'être converti au christianisme fut livré aux fauves et décapité sur ordre de Néron, à la suite de quoi il entra de plein pied dans la postérité. Et pour vous, il n'y a pas un triste écho entre le destin de ce soldat romain et celui de ce petit village? En d'autres termes, est-ce qu'on peut considérer que si Saint-Tropez rentre dans la postérité, c'est à la suite d'une forme de martyr? Alors, le martyr de Saint-Tropez est intéressant parce que, d'une certaine façon, il va nous ramener à Brigitte Bardot. Livré aux fauves aussi. Et aux fauves. Comment dirais-je, Saint-Tropez, effectivement, selon la légende, était le premier intendant du palais de Néron. Néron, comme chacun sait, était un empereur romain complètement fou, ayant un pouvoir faramineux, mais étant un despote non éclairé, complètement fou. En tout cas, a-t-on écrit. A-t-on écrit. Donc, selon la légende, en 68, parce que il a embrassé, j'allais dire, la cause chrétienne, la foi chrétienne, et qu'il a rendu ivre de rage son mentor Néron, lequel vouait un culte à Diane et à quelques autres dieux du temple romain. Eh bien, Néron a exigé que Torpèze fût décapité et jeté en mer avec comble d'infamie. Que son cadavre fut jeté en mer avec un chien et un coq. Symbole du parricide. Symbole du parricide. Convaincu qu'il était, Néron, que les deux animaux ne tarderaient pas à dévorer le martyr, eh bien, selon la légende, ces deux animaux protégèrent, d'abord respectèrent la dépouille de Torpèze, et même le protégèrent contre les agressions du vent, de la mer et peut-être de quelques mouettes, goélands et autres cormorans. Et d'une certaine façon, Torpèze, on peut supposer que l'âme de Torpèze, si on a une démarche spiritualiste,
s'est fait respecter par les animaux que je viens de citer, et peut-être est entré en communion avec eux, en symbiose, leur a parlé, les a maîtrisés, et d'une certaine façon, à l'instar de peut-être de François d'Assise parlant aux animaux, et peut-être à l'instar de la Madone des animaux, Brigitte Bardot, qui a abouti sur les mêmes rivages que Torpez, les rivages de cette presqu'île bénie des dieux par la beauté de ses sites et par son climat extraordinaire, et que Brigitte Bardot, à l'instar de Torpez, est quelqu'un qui a une communion mystérieuse, ésotérique avec le monde animalier. Et donc effectivement, je vois une forme de métaphore intéressante, romantique, et peut-être de parallèle intéressant à mener entre le chevalier Torpez, martyr, comment dirais-je, chuchoteur animalier, et Brigitte Bardot, militante de la cause animale, livrée aux fauves, et livrée aux fauves en son temps, et ayant dû se réfugier dans un terrier protecteur, la Madrague. Quand elle arrive à la Madrague, pour elle, est-ce que c'est pas un lieu qui a un parfum de paradis perdu, de souvenirs d'enfance? Oui, je pense que la Madrague, la Madrague, quand elle achète la Madrague, elle cherche à retrouver la maison de Louveciennes, qui était une sorte de cocon de verdure complètement fermé, un monde clos, un cosmos protecteur et salvateur. Je pense qu'elle cherche à retrouver aussi un film qui l'a vraiment marqué dans son enfance, lorsqu'elle l'a vu à l'âge de, je ne sais plus, 7, 8, 10 ans, c'est-à-dire Blanche-Neige et les 7 nains. Je pense qu'elle cherche à retrouver le monde des contes de Perrault et de Grimm dont elle était friande et que son père et son grand-père lui lisaient pour l'aider à s'endormir quand elle était toute petite. Je pense que Brigitte Bardot n'a jamais vraiment quitté le monde de l'enfance. C'est aussi un univers, vous parlez de Perrault et Disney, c'est un univers où les personnages et la nature et les animaux sont en parfaite symbiose et communiquent. Oui, tout à fait. On a tous en tête dans le film Walt Disney, comment dirais-je, le dialogue de Blanche-Neige avec les oiseaux. La symphonie aux oiseaux est un moment du film très très important. Et Brigitte Bardot est quelqu'un qui toute sa vie aura cherché à comment dirais-je, retrouver le monde de l'enfance que d'une certaine façon elle n'a jamais quitté, ou quelqu'un n'a pas besoin de le retrouver, mais plutôt de le réactualiser en permanence, et également d'entrer en communication avec d'autres mondes que les mondes, j'allais dire, prosaïques et évidents qui sont à portée de main de tout un chacun, c'est-à-dire le monde, la communication avec le monde animal, une communication non verbale. François d'Assise, par sa vie et sa communication avec frère loup et frère oiseau, l'a démontré. Et Brigitte Bardot d'ailleurs admire beaucoup la figure de Saint François d'Assise. De Brigitte Bardot a recherché toute sa vie cette communication non verbale avec le monde animal, peut-être avec certains de ses amants, peut-être que la musique et la chanson qui ont été quelque chose de très important dans sa vie et dans sa carrière, probablement plus que le cinéma, participaient de cette quête du non-verbal. Manifestement, Brigitte Bardot est une personne qui est dans une quête spiritualiste. En un mot commençant, et sa démarche animalière participe de cette quête spiritualiste, et ces choses-là se comprennent difficilement, ces choses-là sont difficiles à mettre en équation dans des interviews de journalistes qui veulent des
comment dirais-je, des jeux de questions-réponses très pragmatiques à l'emporte-pièce, qui soient consommables aisément par le grand public. Autrement dit, ils veulent des produits très marketés. Et quand on commence à parler de frère animal, quand on poursuit en évoquant, comment dirais-je, la souffrance de l'animal parce qu'il est doté d'une âme, en tout cas c'est la conviction de Brigitte Bardot, et qu'on poursuit en évoquant Singer, le philosophe essayiste australien qui l'inspire dans son combat animalier, et qu'on est bunkérisé dans des lieux comme la Madrague, ou plus à l'écart encore, au cœur du maquis tropézien, son deuxième lieu, non pas de villégiature mais de combat, la Garrigue, eh bien on devient incompréhensible pour ses semblables, pour ses frères humains, on devient insupportable, parce qu'on renvoie, on touche à des choses impalpables, qui relèvent de l'inacceptable, c'est-à-dire les profondeurs de l'âme humaine, l'ésotérique face à l'exotérique, l'inaccessible. C'est ce cordon ombilical que la société moderne a totalement rompu avec sa partie animale. Oui, c'est-à-dire, je dirais même, puisque pour rester sur l'image du cordon, qu'à un moment donné, pour se protéger, la société face à des êtres aussi, comment dirais-je, dérangeants que Brigitte Bardot, met en place un cordon sanitaire. C'est plutôt ça. Si vous voulez, elle est dans le rôle du fou, c'est-à-dire dans le rôle de Nietzsche, dans le rôle du ravi provençal, dans le rôle de nombre de personnages de Dostoïevski. Elle est dans le rôle du provocateur qui, aux portes de la cité, dit sa part de vérité, la sienne. C'est l'idiot de Dostoïevski ? C'est l'idiot de Dostoïevski. Alors attention, l'idiot, pour ceux qui connaissent pas l'œuvre, l'idiot, le prince Mishkin, c'est une figure christique. C'est exactement ça. C'est-à-dire quand un individu, et c'est souvent le cas des artistes, ou c'est le cas de certains prophètes, c'est le cas de certains mystiques, quand un individu sort des sentiers battus et commence à toucher à la profondeur de la psyché, de l'âme humaine, à essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière le miroir d'Alice. Alice au pays des merveilles, dans un premier regard, c'est un conte merveilleux pour enfants. Dans un deuxième regard, c'est la traversée de la folie. C'est digne de Virginia Woolf, si on veut bien le voir comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va derrière le glamour, la surface des choses, on touche à l'essence de l'humain, à l'essence de la vie, et on se brûle les ailes. Et le journaliste n'a que faire, le paparazzi, n'a que faire de personnages dérangeants comme Brigitte Bardot, ou comme Paul Léotot en son temps, l'écrivain aux 300 chats. Il n'a que faire des provocateurs qui disent leur part de vérité, à l'instar du chantre du désert, à l'instar de la recluse médiévale. C'est insupportable. On ne demande pas cela au Pékin lambda, on lui demande de livrer un produit absorbable par le grand public, c'est-à-dire un produit totalement marketé, qui soit un produit donc relativement lisse. Elle croit encore en l'homme, d'après vous, Brigitte Bardot ? Ou elle a abandonné ? Je crois que Brigitte Bardot, aujourd'hui, croit beaucoup plus en l'animal, ce qui la rend d'ailleurs détestable, à la fois attachante et détestable. Je crois qu'elle a désespéré de l'homme et qu'elle croit beaucoup plus à l'animal, dont l'homme, d'une certaine façon, fait partie lorsqu'il sait retrouver sa part d'animalité, qu'en l'homme, qu'en la nature humaine. Je pense qu'elle a une forme de désespérance profonde par rapport à la nature humaine, dont elle convient désespérer qu'elle fait partie.
Cependant, elle a aussi fait des choses concrètes. Elle a livré, par exemple, des images horribles de la chasse aux phoques sur la banquise. C'est des images qui vont avoir un impact très fort, jusque dans les plus hautes sphères, car elles vont conduire Giscard, président de l'époque, à arrêter les importations de peaux de phoques en France, puis par capillarité dans toute l'Europe. Ces images, c'est évidemment des bêtes adorables et innocentes qui souffrent. Alors Brigitte Bardot a toujours adoré les animaux. Toute petite, elle découvre le monde animalier à travers notamment les ânes pour lesquels elle a beaucoup d'empathie. Les ânes du bois de Boulogne, quand on l'y conduit le week-end, pendant les vacances, elle fait une petite promenade à dos d'âne. Elle découvre les animaux à Louveciennes, lorsque son grand-père Le Boom l'initie au monde, à la nature environnante et notamment au monde animalier. Et puis alors après, il y a l'année 1977. En 77, elle a 33 ans, l'âge du Christ. Certains y verront peut-être quelque chose d'intéressant qui ne serait pas fortuit. De symbolique. Et de symbolique. En tout cas, c'est en 77 qu'elle décide d'arrêter complètement sa carrière cinématographique. Et c'est en 77 qu'elle a la révélation de ce que va être sa nouvelle vie, son nouveau combat, la cause animalière, lorsqu'elle est partie sur la banquise pour mener un combat contre la chasse sordide, sanguinolente, sanguinaire au blanchon, au bébé phoque. Elle y va avec des caméras justement parce qu'elle ne veut pas que ce soit un combat personnel, elle veut en faire une lutte internationale. Elle veut en faire une lutte internationale, c'est là, nous disions tout à l'heure, qu'elle croise Bougrain-Dubourg, c'est là qu'elle rencontre pour la première fois le combattant Paul Watson, le combattant des mers, le pirate des mers écologiste, Paul Watson, qui deviendra un très proche, un ami et un frère de combat. C'est là vraiment que sa vie prend une nouvelle tournure, que sa deuxième vie commence. À 33 ans, l'âge du Christ. Christ si è fermato a Eboli, le Christ s'est arrêté à Eboli. Brigitte Bardot, la star bébé, la Lolita peut-être de service, s'est arrêtée au Canada. S'est arrêtée sur les terres glacées et blanches du Grand Nord canadien. Et Brigitte Bardot, la combattante animalière, la militante saluée notamment par Marguerite Yourcenar, pas rien, un des plus grands écrivains français du XXe siècle, une académicienne, combattante, militante de la cause animalière, a salué en Brigitte Bardot une des grandes sœurs de combat. Je m'arrête d'ailleurs un instant sur Marguerite Yourcenar pour citer une anecdote tout à fait intéressante, mais qui reste sur le combat animalier. Au printemps 1980, un grand écrivain français académicien meurt, Roger Caillois. Roger Caillois, j'invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à le découvrir, parce que on est pile dans le sujet de la spiritualité, de la symbolique. Roger Caillois, c'est l'écrivain génial du symbole, de la quête spirituelle, du pourquoi de la démarche artistique. Et je citerai un seul livre, parce que c'est pas le sujet et que c'est un dérivatif que je me suis permis, une digression que je vais vite clôturer, l'écriture des pierres. Parce que les pierres parlent, pour Roger Caillois. Eh bien, Roger Caillois, au printemps 1980, il meurt et il laisse libre son fauteuil à l'Académie française. C'est Marguerite Yourcenar, militante de la cause animale et brillant écrivain, qui prend ce fauteuil et qui, du coup, quitte son île américaine et vient en France faire son discours d'intronisation à l'Académie française. Elle fait un discours de reconnaissance de l'œuvre de Roger Caillois, qu'elle remplace, et elle est introduite par un discours de Jean d'Ormesson, qui accueille
le grand écrivain femme qui dans un milieu très masculin, l'Académie française. Et on demande à l'occasion de cette venue à Paris, je vais en venir à Brigitte Bardot, à Marguerite Yourcenar, quel serait son désir le plus cher pendant ces quelques jours qu'elle passe en France, en dehors des moments qu'elle passe à l'Académie française. Elle dit « Je n'ai qu'un désir, c'est de rencontrer une grande militante de la cause animale, Brigitte Bardot. » C'est déjà plus une actrice, déjà. C'est déjà plus une actrice. Et là, Marguerite Yourcenar se dit « Si je cherche à joindre Brigitte Bardot, elle va me dire niet, elle va faire barrage. » Donc, que décide de faire Marguerite Yourcenar? Elle décide de s'imposer, c'est-à-dire qu'elle traverse la France avec un chauffeur, quand même, on est académicienne, et au petit matin, son chauffeur, on suppose que Marguerite Yourcenar a dormi toute la nuit dans la bagnole, pour le dire trivialement, et au petit matin, elle est un peu sonnée, mais elle est dans une baie formidable, le soleil se lève, cette baie, c'est la baie des Canebiers. Et là, son chauffeur sort de la voiture, il attend peut-être une heure décente, 7h, 8h du matin, je ne sais trop, 9h, et là il sonne. Et le gardien de Brigitte Bardot se pointe, il aperçoit un chauffeur, en habit de chauffeur, et une dame qui tente de sortir de son assoupissement matinal. Et il va prévenir sa patronne, Brigitte Bardot, il dit à Brigitte Bardot, il y a une dame devant le portail. Une dame. Le gardien ne sait pas qui c'est. Brigitte Bardot non plus. Brigitte Bardot s'habille, va à la porte de la Madrague, au portail. On est en quelle année, pardon, Michel? On est en 1980, au mois de mars. Et là, elle tombe sur une dame qu'elle ne situe pas du tout, qu'elle n'a jamais lue. Elle n'a pas lu les mémoires d'Adrien. Elle ne sait pas qui est Marguerite Yourcenar. Cette dame lui dit « Désolé de vous déranger. Je suis vraiment confuse, mais je vous admire, bien sûr comme actrice, bien sûr comme chanteuse, mais encore plus comme militante de la cause animale. Auriez-vous un instant à m'accorder? Je me suis permis de venir de façon tout à fait intrusive. Je vous prie de m'en excuser. Je m'appelle Marguerite Yourcenar. Qui êtes-vous? Eh bien, écoutez, je suis de fraîche date académicienne et surtout militante de la cause animale. Les deux femmes passent la journée ensemble. La journée se passe, elles se retrouvent le soir au coin du feu et elles sont devenues les meilleures copines du monde. Elles mettent des bûches dans la cheminée parce que nous sommes qu'au mois de mars et que ce printemps est frisqué. Et elles parlent de leur combat commun, la cause animale. Voilà cette anecdote. Tout ceci pour dire que une grande connaisseuse du combat animalier, Marguerite Yourcenar, une combattante majeure du combat animalier des années 1980-90, a salué, et elle ne s'y est pas trompée, en Brigitte Bardot, une grande du combat animalier. Et le génie de Brigitte Bardot, c'est un génie de l'instant, c'est un génie situationniste, c'est un génie de l'expression vitale, plus encore que le génie du cinéma, de la musique, de la chanson, ou même du militantisme. C'est un génie situationniste. C'est quand même incroyable parce qu'elle a vraiment tout donné, pas que sa vie, mais aussi son argent, ses biens matériels aux animaux. On dit qu'elle n'a plus aucun bien à elle a tout donné. Oui, Brigitte Bardot a l'habitude de dire avec pas mal d'humour, et Brigitte Bardot, avant de devenir un personnage un petit peu, avouons-le, aigri et remonté contre la terre entière, à l'instar de Paul Léoto que je citais. Brigitte Bardot, avant cela, était quelqu'un qui brillait par son humour, un humour très caustique, un humour un peu à la Charles de Gaulle d'ailleurs, un humour un peu à la, alors même si il était exprimé de façon très british, à la Churchill. Pince sans rire. Pince sans rire. Et quand je cite de Gaulle et Churchill, je cite des génies. C'est pas un hasard si comment dirais-je, quand on parle de Brigitte Bardot, je cite Gainsbourg également, génie musical, on cite souvent des génies. J'aurais pu citer Marguerite Duras, qui avait une admiration sans borne pour Brigitte Bardot, et qu'est donc Marguerite Duras? On peut être pour ou contre, et gloser pendant 3 jours littérature autour de l'œuvre de Marguerite Duras, mais Marguerite Duras était un génie dans son style. Eh bien, elle saluait en Brigitte Bardot
un génie de l'expression de quoi? De l'expression de son propre moi, de sa propre personnalité, de sa propre folie. Et c'est cet humour de Brigitte Bardot, c'est ce qui lui fait dire, sûrement ce que vous vouliez dire à l'instant, c'est lorsqu'elle disait qu'elle vivait chez ses animaux. Oui, alors d'abord c'est un trait d'humour, mais c'est une réalité puisque Brigitte Bardot a vendu à sa fondation, non elle n'a pas vendu, a cédé gracieusement, excusez-moi pour le lapsus, tous ses biens à sa fondation. Y compris la madrague. Y compris la madrague. Donc elle habite non plus chez elle, mais chez sa fondation, et autant dire chez ses bêtes. Et y compris la garrigue, l'autre domaine situé sur les hauteurs du maquis. Quand vous parlez d'elle, vous évoquez donc De Gaulle, Churchill. Brigitte Bardot a aussi été la Marianne de la France pendant un temps. Et est-ce que Brigitte Bardot, si elle n'avait pas été actrice dès le départ, si elle était sortie de l'anonymat un peu plus tard, elle aurait pu avoir une carrière dans la politique, sans vouloir faire encore une fois de la fiction. Je pense qu'elle était beaucoup trop borderline, beaucoup trop provocatrice, beaucoup trop sensible pour pouvoir mener une carrière politique. Une carrière artistique assurément, elle en a mené une carrière de militante bien évidemment, mais beaucoup trop sensible pour mener une carrière politique. Puisqu'on cite les génies qui se sont intéressés à Brigitte Bardot et que vous évoquez le fait qu'elle est incarnée avec son buste dans le cas d'espèce sculpté par Aslan pendant un certain temps la République française sous l'égide de Gaulle et sur une commande de Charles de Gaulle, président de la République, la Marianne de service. Ce qui a fâché Yvonne. Ce qui a fâché Yvonne, en tout cas. La femme de Charles de Gaulle. Oui, qui l'a énervé. On aurait pu citer un autre artiste qui est un génie dans son créneau artistique, si je puis dire, mais qui est un vaste créneau. En l'occurrence, l'un des plus grands peintres expressionnistes qui soit. Alors, il n'est pas allemand, il n'est pas non plus norvégien. Je parle de Van Dongen. Évidemment, un génie du portrait expressionniste. Eh bien, Van Dongen s'intéressait beaucoup à Brigitte Bardot, au point d'en faire un portrait extraordinaire, qui a beaucoup surpris Brigitte Bardot, qui l'a beaucoup déstabilisée, parce qu'elle avait du mal à s'y reconnaître, et pourtant, Van Dongen a vraiment saisi l'âme de Brigitte Bardot à travers ce portrait totalement décorrélé du figuratif et totalement expressionniste. Ça me permet une transition, ce portrait dont vous dites qu'il a capté l'âme de Brigitte Bardot. Ça me fait penser au portrait de Dorian Gray qui vieillit à la place de Dorian Gray en personne. Brigitte Bardot, c'est quelqu'un déjà très jeune. Elle confiait dans une interview à Jacques Chancel qu'elle ne se voyait pas en vieille dame. Le fait de vieillir, de se faner comme n'importe quel individu, hein, elle va peut-être mal le vivre. Elle va aussi se cacher, s'enfermer pour ne plus qu'on la voie vieillir. Alors il y a le dit et le non-dit. Il y a ce qu'on affirme et ce qu'on vit réellement. Il est probable que, après avoir été la plus belle femme du monde, en tout cas considérée comme telle, le vieillissement ait été à un moment donné particulièrement dur à vivre pour Brigitte Bardot. Il l'est pour tout individu, il est pour toute femme, mais ne faisons pas de sexisme pour tout homme également. N'oublions pas, puisqu'on citait Charles de Gaulle tout à l'heure, de Gaulle a eu un mot extrêmement juste, qu'il a d'ailleurs emprunté, on l'oublie souvent, à Chateaubriand. La vieillesse est un naufrage. Et il ajoutait souvent un long naufrage. C'est un peu le Titanic. Et quand on est élégant, eh bien, comme sur le Titanic, où l'orchestre jouait, eh bien, on assume, on chante, on danse, on joue la comédie humaine. Brigitte Bardot a dû souffrir pour avoir été la plus belle femme du monde, de voir son corps se flétrir. Elle a eu l'intelligence d'amorcer, lorsque les premiers signes du vieillissement se faisaient jour, une nouvelle vie où l'âme, l'intériorité et le faber, le faire, le combat,
serait plus important que le paraître. En l'occurrence, c'est au moment où les premiers signes du vieillissement se faisaient jour qu'elle s'est dépossédée, y compris lors d'une vente aux enchères symbolique, des oripeaux de son ancienne vie et de son image de star et peut-être de sa beauté de femme Lolita, c'est-à-dire de femme enfant et de femme star, pour aller vers une vérité un peu plus nue, un peu plus authentique, qui se situe au-delà des apparences, au-delà de la plastique, au-delà du corps et de sa beauté, qui est la vérité et la beauté de l'âme, qui est celle de l'individu qui mène un combat noble, le combat qu'elle a choisi, et dans son cas d'espèce, donc le combat pour la cause animalière. Pour autant, de grandes actrices françaises, elles, à son époque, de sa génération, ont vieilli devant la caméra. C'était d'ailleurs tout à leur gloire. Une actrice comme Simone Signoret, l'âge d'or de Simone Signoret, c'est après la cinquantaine. En tout cas, mon avis, ses plus grands films. Le Chat. Le Chat, notamment, avec Jean Gabin. Oui, mais elle fait partie des exceptions. Même, je pense aussi à Catherine Deneuve, Isabelle Huppert. C'est des femmes qui, elles aussi, ont été des symboles de beauté. Une actrice comme Bernadette Lafont, une grande comédienne, très cultivée, aussi impliquée dans les luttes féministes. Elle a permis de faire évoluer l'image de la femme au cinéma et par capillarité dans la société française. Bernadette Lafont, elle va accepter de vieillir sur scène et devant les caméras. Pour autant, toutes ces actrices qui accueillent la vieillesse d'une façon personnelle, qui ne regardent pas, mais qui la partagent, qui la montrent et qui partagent aussi la noblesse de la vieillesse et la noblesse de la vie, parce que l'essence de la vie ne se trouve pas dans la jeunesse. Pourtant, s'il y avait un musée du Louvre des actrices françaises, Brigitte Bardot, ça resterait l'éternelle Joconde. Pourquoi ? Alors, Brigitte Bardot ne s'est pas retirée du monde. Ça serait d'ailleurs lui faire injure que de penser cela, parce que elle voulait fuir les caméras qui allaient la filmer en train de vieillir. Brigitte Bardot s'est retirée du monde du showbiz, des médias et de l'aura médiatique inhérente au statut de première star mondiale. À partir du début des années 60, elle a commencé à s'en retirer. On évoquait les soucis qu'elle a rencontrés aux alentours des années 65. Et en 1960, quand elle commence à s'éloigner de ce monde-là, elle n'a que 26 ans. Elle continue parce qu'elle veut absolument réaliser son rêve d'enfant. Son rêve d'enfant, c'est de reconstituer la chaumière et le cosmos de Blanche-Neige et les Sept Nains, c'est-à-dire un cosmos protégé dans lequel l'homme vit en symbiose avec le monde animal. Et comme elle veut reconstituer cela et qu'elle sait qu'il lui faudra beaucoup d'argent, elle décide de continuer dans la carrière cinématographique. Et quand elle considère qu'elle a atteint son objectif, c'est-à-dire qu'elle a gagné beaucoup d'argent, plus qu'il lui en faut pour vivre, parce que finalement elle a des goûts assez simples, et qu'elle va pouvoir rendre cet argent à la cause animalière, alors elle décide de s'arrêter. Et quand elle le décide, quand elle commence à y penser, elle a 25-26 ans. Quand elle le décide pleinement, nous l'avons dit tout à l'heure, elle a 33 ans. Et donc ce n'est pas parce que elle vieillit et que d'un point de vue narcissique, c'est insupportable, même s'il est possible et probable que ce soit dur à vivre, qu'elle se retire du monde, c'est pour mener son combat animalier. Il faut prendre les choses dans le bon ordre, et le bon ordre, c'est celui-ci. Brigitte Bardot, le problème de Brigitte Bardot n'était pas de vieillir devant les caméras ou de ne pas vieillir devant les caméras. Le problème de Brigitte Bardot était qu'elle n'était pas faite pour le cinéma. Brigitte Bardot eût été dans une autre vie, avec une arborescence de son destin qui aurait été autre,
eût été faite pour être comédienne au sens théâtre du terme, et probablement tragédienne. En tout cas, la vérité, le film de Clouzot tend à le démontrer. Elle était faite pour cet art brut du théâtre, in situ, dans une salle limitée, avec, comment dirais-je, les trois unités bien connues, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, bien connues du théâtre classique. Elle était faite pour cela, et je pense qu'elle eût été une immense tragédienne. Elle n'était absolument pas faite pour le cinéma. Quand il s'agissait d'aller devant les caméras, à 26-30 ans, elle avait des herpès. Elle somatisait. Comment dirais-je, la nuit qui précédait un tournage important, elle ne dormait pas. Et quand elle se réveillait, sa maquilleuse devait camoufler des boursouflures qui lui déformaient les lèvres, des herpès à droite et à gauche près des yeux ou près des lèvres, aux commissures des lèvres, parce que elle somatisait, si je puis dire, comme une malade, tellement elle en avait mal au bide, tellement elle en avait mal au ventre de devoir affronter les caméras et les nécessités de la gloire. Quand on est une tragédienne au théâtre, à un moment donné, on incarne un personnage, on ne fait pas semblant. Parce que on est dans une pièce de théâtre qui va durer 1h30, pendant 1h30, devant un vrai public, on se donne à fond. Au cinéma, on fait semblant, on passe son temps à faire semblant, c'est-à-dire que le film, c'est un montage, c'est un découpage, c'est un instant gardé parmi tant d'autres qui se répètent. Voilà, c'est des décors de carton-pâte, c'est des studios, c'est quelque chose de très très loin de la réalité, contrairement au théâtre, qui depuis, finalement, le théâtre d'aujourd'hui est encore très proche du théâtre de Sophocle. Oui, de l'Antiquité. Le théâtre de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il est dans une forme de vérité, certes une vérité, comment dirais-je, où il se passe des choses transgressives, comme au carnaval, on va dire, une vérité hors norme, mais une forme de vérité, c'est-à-dire un vrai public. Michel Goujon, c'était une gageure de vouloir retracer un petit peu le parcours, la vie de Brigitte Bardot, sans rentrer dans des thèmes scabreux qui ne font absolument pas avancer le débat. C'était très intéressant, je vous remercie beaucoup. Je rappelle votre livre La Recluse, le mystère Brigitte Bardot, publié chez Plomb en 2019. L'autre Saint-Tropez, chez Michel Lafon, publié en 2017. La Madrague chez Liana Lévy en 2019. Vous êtes aussi l'auteur de romans, notamment La désobéissance d'Andreas Köppler chez Héloïse d'Ormesson en 2013, dont il a été tiré une BD, me semble-t-il. Oui, chez Guy Delcourt. Chez Guy Delcourt, dessiné par... Alors dessiné par Manuel Garcia et avec comme scénariste le talentueux Corbeyran. Éric Corbeyran. Et colorisé par De Greff. Votre actualité littéraire en ce moment, des projets, peut-être des futurs ouvrages dont on pourrait parler. Oui, bien évidemment, nous pouvons parler de tout d'ailleurs, sauf que le temps nous manque, comme toujours dans la vie. On se reverra peut-être. Je travaille sur un roman
qui s'intitule provisoirement, peut-être garderai-je ce titre, Le secret d'Anna Baumer, et qui se passe, à l'instar d'ailleurs de la désobéissance d'Andreas Köppler, dans la période triomphante du nazisme en Allemagne, c'est-à-dire le début et le milieu des années 30, et qui met en scène, je l'espère du moins, une belle figure d'adolescente qui se dirige vers l'âge adulte, puisqu'elle a quasiment 18 ans, au moment où je l'apprends dans mon aventure romanesque, une figure de jeune femme libre, effrontée, rebelle, à l'instar d'une certaine façon de Brigitte Bardot. On reste dans le thème. J'ai l'impression la désobéissance et la révolte au sens large du terme sont des thématiques qui vous plaisent. Oui, dans mes jeunes années, je me voulais anarchiste. Quand j'avais 15 ans, 17 ans, 18 ans, c'était un peu l'air du temps. Libertaire, anarchiste. Oui, voilà, libertaire. Et je pense être resté libertaire. Et il est probable que ce tropisme, peut-être l'avais-je intrinsèquement dès ma naissance, mais si je dois lui marquer un point de démarrage, ou en tout cas de perception consciente à mon niveau, il est probable que le marqueur soit, quand j'avais 13 et 14 ans, la lecture de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Quand j'ai découvert la figure emblématique du héros principal de ce roman, le héros Rodion Raskolnikov, ce qui en russe veut dire à peu près le révolté, le divisé, le divisé, le schismatique, le révolté. Et il est probable que mon goût pour les chemins de traverse, les figures de révoltés, d'opposants, remonte à cette découverte littéraire de mes années de préadolescence. Mais je pense qu'on l'a ressenti même dans cet enregistrement sur Brigitte Bardot. La révolte métaphysique était encore une fois omniprésente. Merci Michel. En tout cas, j'espère vous retrouver peut-être pour une prochaine émission sur une thématique qui vous siera. En tout cas, je serais vraiment ravi de vous revoir. Merci beaucoup Bastien, et merci à ceux qui vont nous écouter. À bientôt. Au revoir Michel. Au revoir. Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? Tout ça est une aventure. What we've got here is... Vivre, c'est formidable, mais ça n'est pas sérieux.